Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Pierre-Yves Caloc, je suis le directeur digital de Pernod Ricard. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Jérôme Camus, je suis partenaire au sein d'IBM Consulting et j'ai le plaisir d'interagir avec Pierre-Yves aujourd'hui pour vous parler d'intelligence artificielle, de data, de performance et autres. Donc, cette séance va avoir lieu sous forme de questions-réponses pendant une vingtaine de minutes, 25, et on laissera ensuite la parole aux questions que vous pourrez avoir dans l'audience. Alors j'aimerais commencer par un petit élément. On entend souvent parler maintenant de plateforme de convivialité, de data-driven company, en parlant de Pernod Ricard. Ces termes semblent un petit peu éloignés d'une société traditionnelle comme Pernod Ricard, qui est plutôt ancrée dans les territoires, avec des marques qui sont centenaires. Et pourtant, la question qui me vient à l'esprit, c'est dans un contexte de digitalisation des processus, quel est le mandat du CDO Group de Pernod Ricard que tu es, Pierre-Yves ? Oui, donc Pernod Ricard, on a tous l'image de la société Ricard qui fait ses débuts en France il y a quelques années maintenant. Donc aujourd'hui, j'ai mis à l'écran quelques chiffres de Pernod Ricard au niveau mondial. Donc on est vraiment une société internationale. On est le numéro 2 mondial des vins et spiritueux. On a plus de 250 marques, dont certaines que vous reconnaîtrez en bas de l'écran. Et on vient de publier il y a quelques semaines un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros avec une très forte croissance. Donc c'est l'avantage d'être dans une société comme la nôtre, c'est que dans toute période, le business fonctionne bien et on a 19 000 salariés qui sont répartis dans 73 marchés avec la plupart du chiffre d'affaires hors de France. Donc le mandat du directeur digital de Pernod Ricard, alors initialement j'étais en charge de la partie accélération sur l'e-commerce et le marketing digital et depuis un peu plus de 2 ans, on a décidé d'accélérer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au cœur du business, donc pour prendre des décisions clés, pour aider au support de décisions clés dans l'entreprise, avec une équipe qui a énormément grandi pour pouvoir supporter ce défi. Très bien. Tu as déjà parlé d'intelligence artificielle et de data. On se rend compte que la donnée est toujours au cœur des enjeux de transformation digitale. Donc c'est une réalité. Un des écueils que l'on voit, c'est de privilégier la quantité de données à la qualité de données et de se perdre dans des projets de collecte plutôt que de lancer des programmes qui ont véritablement un but et un résultat. J'aimerais que tu puisses nous expliquer la manière dont tu as envisagé les Key Digital Programmes qui ont été lancés au sein de Pernod Ricard et si tu pouvais nous les décrire et nous en dire un petit peu plus. Oui, alors j'ai prévu quelques slides pour aider. Ce qu'on a décidé de faire chez Pernod Ricard, c'est de se concentrer. Historiquement, on a fait des proof of concept qui restaient sur le PC d'un data scientist. On en a fait quelques-uns. Et quand on a revu nos stratégies digitales, on s'est dit qu'il était important de se concentrer. Donc en fait, on s'est concentré sur les 3 programmes que vous voyez à l'écran et que je vais vous détailler un petit peu plus en détail pour donner du concret à la session. Donc le premier, qu'on a appelé en interne Vista RevUp, fait de la recommandation d'optimisation de promotion chez les retailers. Donc par exemple, pour Tesco en Angleterre sur la vodka Absolute, on va prendre la promotion qui a été effectuée l'année dernière. Par exemple, je ne sais plus, je crois que c'était un pound par bouteille de 70 centilitres. Et l'outil, en processant tout un ensemble de données, va faire différentes recommandations au Key Account Manager qu'on peut voir à l'écran, avec un niveau de confiabilité, avec les petits drapeaux vert, rouge ou orange. Et il va les recommander, par exemple, de faire plutôt 1,50 pound sur la bouteille d'1 litre, ou peut-être 1,50 pound sur 2 bouteilles de 70 centilitres. Et le Key Account va pouvoir aller négocier ses promotions avec le retailer avec des recommandations qui sont basées sur toute une partie d'historique de données. Alors comment ça marche? Je vais prendre l'exemple sur ce premier programme. Il y a besoin de beaucoup de données. Donc on a besoin de 3 ans d'historique de données pour que ça fonctionne et pour que les algorithmes puissent déterminer des tendances, des courbes de réponse comme on les appelle. Donc on va prendre des données de vente aux consommateurs, donc qui viennent du retailer ou de panélistes. On va prendre des données produits harmonisées, parce que chez Tesco ça s'appelle Absolute Blue, dans un autre retailer ça peut s'appeler Absolute 70CL, etc. Donc il va falloir harmoniser toutes les données. On a des données promotionnelles de nos produits, mais aussi celles de la concurrence, parce que ça impacte quand même nos ventes. Et puis des données financières, par exemple, des données de marge.
On a ensuite développé en fait des modèles d'intelligence artificielle qui sont maîtrisés en interne. Donc c'est très important parce que quand on voit le nombre de règles métiers qu'on met dans ces modèles, nous on a décidé de le faire et de le maîtriser en interne parce que ça a d'énormes impacts sur les recommandations qui sont faites. Et on a aussi développé une interface utilisateur spécifique pour nous, pour nos utilisateurs. C'est une partie qui coûte relativement peu cher, c'est 5 à 7% du coût du projet, mais super important pour avoir la partie d'adoption au final. Deuxième programme sur lequel on s'est lancé, c'est les investissements marketing. Pernod Ricard investit 1,6 milliard d'euros par an en marketing. Donc optimiser cette masse est très importante pour nous. Et historiquement, ça se faisait un petit peu au doigt mouillé, ou alors on suivait les conseils de l'agence qui a le même intérêt que nous, c'est-à-dire qu'ils vendent les produits sur lesquels ils font plus de marge. Donc on a décidé de faire ça en interne. Donc on a un outil qu'on a appelé Matrix en interne, qui fait de l'allocation des dépenses marketing et trade marketing, d'abord entre les marques. Donc par exemple en Allemagne, entre Jameson et Absolut, sur quelle marque est-ce qu'il faut investir le plus, en fonction de mon objectif business, qui peut être soit de faire plus de marge dans le pays, soit vendre plus, gagner en part de marché. Et pour chaque marque, toujours par exemple Absolut en Allemagne, on va les déterminer, est-ce qu'il vaut mieux investir sur de la télé, sur du digital, sur de la presse, sur de l'affichage. Et en fonction des scénarios qui sont donnés par l'utilisateur, l'outil va recommander différentes allocations. Le dernier programme sur lequel on a décidé d'investir en premier, qu'on a appelé D-Star, on a développé des assistants digitaux pour nos commerciaux. Donc dans le groupe Pernod Ricard, on a plus de 5000 personnes qui visitent quotidiennement des points de vente, donc des bars, hôtels, restaurants, discothèques, ou des points de vente comme des supermarchés, hypermarchés. Et cet outil qu'on a développé prend lui aussi énormément de données, donc des données sociodémographiques autour des magasins, des données d'historique de vente, des données d'achalandise, etc. Et va recommander chaque lundi au commercial, voilà la liste de, par exemple, commercial qui va avoir 200 points de vente, on va lui recommander 40 points de vente à visiter cette semaine et qui vont être optimisés en fonction de l'impact qu'il va avoir dans ces magasins. Et il peut évidemment décider de les prendre ou de ne pas les prendre, mais après on va lui demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris pour pouvoir apprendre petit à petit des impacts des éléments business. Et ensuite pour chaque magasin, on va aller faire une recommandation d'une liste d'actions, ce qu'on appelle en anglais le Next Best Action, qui peut être par exemple référencer un nouveau produit qui n'est pas présent. Ça peut être aussi une promotion qui arrive dans 3 semaines, donc il faut être sûr que le magasin se soit stocké, ou une promotion active pour un consommateur, être sûr qu'on a le bon display dans le rayon. Donc toutes ces actions sont listées pour chacun des commerciaux. Donc voilà concrètement les 3 programmes sur lesquels on s'est lancé en premier. Donc on est clairement sur des programmes qui sont au cœur du business, puisqu'on est à la fois sur du B2B, sur le dernier, et sur du B2B2C, donc le contact qu'il y a avec les clients directs et les consommateurs. Donc ce sont des programmes plutôt ambitieux. La question qu'on peut se poser, c'est quels ont été les résultats et surtout comment tu les mesures concrètement. Alors les résultats, alors on a commencé évidemment par des pilotes, parce qu'au début on apprend à chaque fois, et on avait un business case qui était théorique sur PowerPoint ou sur Excel au début, et en fait on a mesuré systématiquement en fait l'impact réel qu'on a. Alors c'est important dans tous ces programmes basés sur l'intelligence artificielle, parce que les programmes, les algorithmes, ils s'améliorent, mais il faut leur donner une cible de résultats. Donc on va mesurer sur chacun des programmes de façon différente l'impact. J'ai pris là l'exemple de D-Star, donc la partie visite de magasin, et ce qu'on fait, c'est qu'on va aller regarder les visites par mois qu'on faisait avant sur une partie des magasins, les visites par mois qu'on faisait après. Il y a un delta, donc il y a des magasins qui sont moins visités et des magasins qui sont plus visités en termes de fréquence, et on va aller regarder les gains de part de marché qu'on a en plus sur cela et en général en moins sur cela, donc on fait la différence entre les deux, et ça nous donne, après quelques calculs aidés par les équipes financières, une marge additionnelle qu'on va aller calculer en quelques millions d'euros. Donc c'est comme ça qu'on va les mesurer sur un pays, par exemple, sur D-Star. Et sur les promotions, on va les mesurer le delta de retour sur investissement de la promotion. Sur la partie marketing, pareil, on va les mesurer le delta de retour sur investissement des investissements marketing. Donc on confronte la partie planifiée, recommandée, avec la partie réelle qui s'est passée. Alors, part de marché, vente additionnelle,
marge additionnelle. On peut dire qu'on est directement sur la top line et je pense que ce n'est pas de trahir de secret de dire que les résultats ont vraiment été là et ont été particulièrement impressionnants. Quelles ont été les conditions de succès qui ont permis d'atteindre de tels résultats? Alors, il y a beaucoup de conditions de succès et on a appris parce que des fois on n'a pas appliqué les conditions de succès sur certains projets et il a fallu revenir en arrière. Les conditions fondamentales, c'est une implication forte du top management. Pour faire des projets comme ça qui sont chers, il faut un investissement initial. Donc il faut convaincre le COMEX, le comité exécutif, d'investir là-dessus. Alors forcément, il ne donne pas une carte blanche. C'est si on vérifie au bout de 6 mois, 8 mois, 15 mois que ça marche bien. Et après, dans chacun des marchés, parce qu'en fait ces solutions-là sont déployées marché par marché, on va aller impliquer aussi le top management, le directeur général, le directeur marketing ou commercial, ses équipes, pour être sûr que ces projets passent en priorité, parce qu'on a besoin sur chacun des projets jusqu'à 20-25 personnes qui travaillent ensemble de différents départements, et synchroniser 20-25 personnes, si ce n'est pas le projet prioritaire de la société, on met 2 à 3, 4 fois plus de temps. Donc ça, c'est cette partie d'engagement du top management est clé. Le deuxième, c'est d'avoir une approche basée sur le retour sur investissement, parce qu'il y a plein de demandes qui sont assez sympathiques, surtout sur l'intelligence artificielle. On voit beaucoup de use cases, mais le retour sur investissement n'est pas forcément là. Et donc, c'est avoir une vision constante du retour sur investissement, ne pas dépenser 500 000 € de plus pour gagner 0,01% de fiabilité en plus. Donc, non seulement sur le choix des programmes, mais après, pour chacun des programmes, chacune des features, des fonctionnalités qu'on rajoute, on se pose en permanence cette question. Alors, on a vu qu'un des programmes était vraiment sur l'aide qui était apportée aux forces de vente directes. On voit que l'intégration de nouvelles technologies dans des processus déjà établis, alors surtout quand il y a un volet relationnel, peut générer une sorte de crainte, voire de rejet. Comment as-tu fait pour assurer l'adoption de nouveaux outils basés sur l'intelligence artificielle ? Alors je vais commencer par une petite anecdote. En France, en fait, au début, on avait prévu de mesurer la différence de performance en gardant une population d'une vingtaine de personnes qui n'avaient pas l'outil, et on regardait la performance entre les deux. Le problème, c'est que juste au bout de 3 mois, les forces de vente ont été voir les syndicats en disant c'est inacceptable qu'il y ait 20 personnes qui n'aient pas la solution. Donc c'est la première fois en fait dans mon expérience d'implémentation technologique que ça va dans ce sens-là. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'adoption au niveau des utilisateurs? C'est d'impliquer les gens. Donc on implique des personnes dans le développement et on fait en sorte de jamais livrer une solution complètement finie quand elle est finie, mais d'impliquer les gens bien en amont pour tester, valider, définir les solutions. Et en fait, de toute façon, c'est nécessaire parce que les premiers trucs qui sortent des algorithmes, ça va pas du tout. Et en fait, on va faire des recommandations à quelqu'un qui connaît déjà hyper bien son secteur, déjà ses clients, etc. Donc pour être meilleur que l'expert, non seulement commercial, mais commercial du secteur danger, il faut être bon, et là on a besoin d'énormément d'itérations. Le deuxième élément qu'on va donner et qui est extrêmement important pour la partie adoption, c'est l'explicabilité. Pourquoi est-ce que l'outil me recommande d'aller dans ce magasin alors que j'aurais jamais pensé y aller? Et donc là, on va donner systématiquement en fait les critères qui sont accessibles. Donc chaque magasin qui a été recommandé, on peut voir c'est parce qu'il y a telle population autour du magasin, c'est parce que il y a tel autre magasin qui est dans le même cluster qui a une performance supérieure, etc. Donc on explique systématiquement les éléments, et en plus on donne des éléments de données additionnels au commercial. Donc on lui dit quand l'outil recommande de référencer telle nouvelle référence, je sais pas, par exemple Havana Club 3 ans, on lui dit en plus voilà le niveau de stock qu'il faut recommander au magasin, parce qu'on veut pas qu'il y en ait trop, parce qu'après on a un problème avec le magasin, on veut pas qu'il y en ait trop peu, il y a une rupture avec les consommateurs, donc on ajoute en plus des données. Donc cette partie d'explicabilité, même si des fois les data scientists disent ouais mais on aurait un modèle non explicable qui serait meilleur, en fait on préfère avoir un modèle qui est moins bon mais qui soit explicable, parce qu'il faut créer cette confiance dans le temps. Je vais revenir un petit peu sur la manière de procéder. Donc, on a tous entendu que les POC et autres MVP étaient l'alpha et l'oméga des projets digitaux. Mais la vraie question n'est-elle pas le passage à l'échelle? Comment as-tu envisagé ce sujet-là dès le départ, et comment as-tu fait pour que ces programmes puissent être massivement réplicables?
Alors en fait, comme tu dis, c'est dès le départ qu'il faut le penser. Donc déjà, on a choisi les questions qu'on se pose dans le business qui ont la plus grosse valeur ajoutée. Donc on est sûr qu'on va avoir un retour sur investissement. Donc dès le début, en fait, on prévoit ces programmes pour un passage à l'échelle. Ce qui veut dire que, par exemple, on va sur chacun des programmes non pas faire un test avec un pays, mais avec 2 pays. Parce que si on fait un truc avec un seul pays, chez nous, ça est très bien pour ce pays-là, mais pas pour les autres. Donc on a commencé systématiquement, enfin non pas systématiquement, parce qu'il y a un autre projet qu'on n'a pas commencé comme ça, ça n'a pas marché. Donc on a commencé systématiquement par 2 pays, ce qui permet de comparer pourquoi est-ce que ça marche là et ça marche pas. Donc en cours de projet, ça crée un peu de challenge en plus, c'est pas mal entre des équipes commerciales ou marketing entre 2 pays. Donc on le prévoit dès le début. Et après, par contre, il y a des choses qu'on fait très rapidement sur les MVP, les Minimum Viable Product, qu'il faut retravailler après. Donc ça, il faut l'accepter et puis le prévoir. Et puis il y a un autre point qui est important, c'est de faire monter en compétences l'équipe et en capabilities, comme on dit en anglais, donc d'avoir les bons profils. Et ça, on l'a planifié dès le début du projet, parce qu'au début, on s'est fait assister par les cabinets de conseil. Et si on continue comme ça, en fait, le projet, c'est le cabinet de conseil qui prend tout le retour sur investissement, parce que ça coûte quand même assez cher. Et donc, le fait d'internaliser les compétences nous permet aujourd'hui de déployer la solution sur des pays qu'on n'aurait pas pu... Enfin, il n'y aurait aucun ROI à le faire avec un cabinet de consultants. Donc, on continue à déployer de façon large les outils. On a aujourd'hui 19 projets d'implémentation dans différents pays en parallèle. Alors, au travers de ton retour d'expérience, on a vu les conditions de succès, on a vu comment ça marchait. Bon, j'imagine qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques, mais que tout n'a pas dû être aussi facile que ça. Est-ce que tu pourrais également nous partager les difficultés que tu as rencontrées, partager également les points d'amélioration et peut-être une question bonus, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ? Alors, un projet comme ça, la grosse partie, c'est du change management, comme on dit dans les livres. Et cette partie-là, en fait, il y a des règles de, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur l'engagement des pays. On avait fait le MVP, ça marche bien, et puis on se dit, bon, la vague suivante, c'est bon, on va prendre un petit peu d'avance, on va aller contacter les équipes opérationnelles pour récupérer les 3 ans d'historique de données, comme ça on aura gagné un mois. Grave erreur. Les équipes opérationnelles vont voir leur manager en disant j'ai déjà beaucoup de travail, c'est impossible, je ne crois pas au projet, ça va être n'importe quoi. Et hop, on a perdu 8 mois sur un pays. Parce que en fait, le top management a dit non alors qu'on n'avait pas embarqué depuis le début avec les bénéfices, le fait qu'il y avait des priorités du temps qui étaient allouées aux équipes pour travailler sur ces projets. Donc il y a des choses comme ça sur la partie engagement qui sont clés. Après, il y a des niveaux de personnalisation de l'interface utilisateur qui sont clés. Même si le DG ne va jamais vraiment utiliser lui-même l'outil, il faut qu'il ait la sensation qu'il puisse le faire pour donner une partie de sensation de contrôle. Non seulement le DG, mais le directeur financier, le contrôleur financier, qui voient qu'ils peuvent avoir un contrôle et faire tourner d'autres scénarios. Donc il faut bien penser à tous les utilisateurs, enfin pas toutes les personnes qui sont impliquées dans un process de décision. Et là, en fait, on a touché par exemple sur les investissements en marketing. Il faut aussi inclure la finance. On l'a fait trop tard au début. Donc la finance est revenue tôt sur les autres projets parce que c'est eux, au final, qui valident que ça va bien rentrer dans le budget. Et si on travaillait que avec les équipes marketing, là on se prenait la porte de la finance et qui reposait toutes les questions depuis le début et qui n'avaient pas été impliqués, c'est pas nous qui avons fourni les marges, etc. Donc en fait, il faut vraiment penser à tout le cycle de décisions qui sont pris, qui sont habituellement faits à la main ou dans un autre process. Et donc il faut revoir tous ces stakeholders entre guillemets et leur créer une partie, donc un angle de vue différent par exemple pour la finance sur les mêmes éléments pour qu'ils aient confiance dans l'outil. On a vu, on a entendu, on a compris, on a vu aussi que la courbe d'expérience avait été assez forte. Les KDP sont maintenant lancés. J'aimerais te poser la question, quels sont les prochains défis qui t'attendent ? Alors comme je disais, on a attaqué les plus gros défis, en fait, là où il y a le plus de valeur ajoutée, le plus gros ROI chez nous. Et pour chaque entreprise, ça va être différent. Une entreprise qui va avoir des marges extrêmement serrées va probablement aller sur des sujets de supply chain. Pour nous, au début, les sujets d'optimisation de la supply chain, il n'y avait pas assez de retour sur investissement. Maintenant qu'on a notre équipe, il y a une partie des données qu'on a récupérées pour ça qui vont servir pour les projets sur la supply chain. On va pouvoir lancer une deuxième vague de type de programme
qui vont s'attaquer à d'autres défis qu'on a. En plus, la supply chain a des prix qui augmentent en ce moment pour des raisons diverses et variées. Donc en fait, les ROI vont changer. Donc ce qui est important, et je le répète très souvent en interne, et c'est un gros conseil que je vous donnerai, c'est vraiment de regarder la partie de retour sur investissement, parce que c'est ça qui drive les équipes, c'est ça qui permet de faire les bons choix, et puis d'avancer rapidement. Alors, merci beaucoup Pierre-Yves pour cette transparence. J'aimerais maintenant m'adresser à vous, savoir si vous avez des questions. Je m'en ferai le porte-parole pour que tout le monde puisse entendre. On a quelques minutes, n'hésitez pas. J'ai une question sur le retour sur investissement. Vous citez plusieurs fois. Est-ce que dans certains moments, vous regardez après l'implémentation du produit si votre première estimation du retour sur investissement était correcte? Donc on est sur une question de vérification que le ROI initial est bien validé par la réalité. Exactement. Donc en fait, on a un ROI théorique initial sur PowerPoint. Après, on a un deuxième théorique qui est quand on attaque vraiment le pays. Parce que là, au début, on avait un scope, par exemple, de dépenses publicitaires. Et finalement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout adresser parce qu'il manque des données sur telle ou telle marque. Donc on a une deuxième estimation quand on relance le projet. Et après, en fait, quand les premiers algorithmes tournent, on a une autre. Et après, on en a une sur la partie réelle. Donc en fait, c'est un sujet qu'on suit dans le temps, à peu près comme un budget et du réel qu'on a sur les autres, et en fait c'est important parce que c'est inclus aussi dans les budgets des filiales. Généralement, il y a des apprentissages intéressants ou finalement vous étiez bon dès le premier coup? Alors en fait c'est la surprise parce que bon, le ROI initial avait été mis par un cabinet de conseil, comme on sait, ça peut être un peu exagéré des fois, et en fait on est vachement proche de ce qu'il y avait. Alors des fois il y a des plus et des moins qui n'étaient pas prévus. Les moins en général ça a été sur du périmètre d'obtention de données. Il y a des États en Inde où on n'y arrive pas, il y a des marques où on avait la personne est partie, on n'a absolument pas retrouvé de données historiques de marketing, donc c'est surtout sur le scope qu'on a eu des éléments en moins, mais au total on est plutôt bien. Alors c'est aussi parce qu'on n'était pas très bon sur ce type de choix quand on le faisait chez nous avant. On s'est aperçu quand même qu'il y a des investissements de marketing que, bon, même sans ces programmes-là, on aurait dû voir que c'était pas au top. J'ai une question, ça bouscule beaucoup les manières de faire. Dans un groupe de travail pour un marché, il y a combien de personnes dans le groupe de travail en fait, pour vraiment s'assurer que vous prenez en compte tous les besoins des services concernés? Donc la question est de savoir, grosso modo, une équipe de travail comporte à peu près combien de ressources internes, externes. Donc combien faut-il de personnes pour lancer? Donc pour un marché, en fonction des programmes, c'est large. En fait, on a à peu près une quinzaine de personnes d'un marché, plus une dizaine de personnes de l'équipe centrale pour déployer chacun des programmes, parce que, comme je disais, il faut des gens qui viennent de la finance, il faut différents niveaux de responsabilité, il faut des gens du marketing, il faut des gens qui valident, etc. Donc c'est vraiment des programmes qui sont transversaux, parce qu'il y a plein d'inputs qu'il faut donner à une machine qui est par définition ne sait rien, et il faut aller récupérer dans l'entreprise tous ces éléments-là. Il y a des données qu'on est obligé de recréer, qu'on n'avait pas. Par exemple, de la marge, des fois c'est orienté à un marché, on n'a pas la marge par canal de distribution, donc là on est obligé de créer cette donnée-là additionnelle, et ça fait un autre petit projet qu'il faut faire en quelques semaines. Comment est-ce que vous priorisez sur les différents projets les demandes entrantes? Parce que vous devez avoir sûrement un MVP, puis après plein de demandes de partout, soit d'extension au niveau des pays, soit de nouvelles fonctionnalités. Comment est-ce que vous priorisez? Une question sur la gestion de priorisation des évolutions post-MVP. Alors c'est un point super clé sur lequel on continue encore à travailler pour le faire bien. En fait, on le fait de façon, je dirais, extrêmement traditionnelle. On regarde la faisabilité, donc qui est estimée, et le bénéfice business. Donc ça fait une petite matrice. On prend les trucs en haut à droite en premier et puis les autres. Et en fait, il faut qu'on factualise en fait chacune des demandes, ce qui prend un petit peu de temps, mais qui a un énorme bénéfice, c'est qu'après il n'y a plus de politique parce que tout le monde sait lire la matrice et dit, on voit quand même en steering committee, on dit alors est-ce que vous voulez, voilà, normalement il y a le en haut à droite, est-ce que vous êtes sûr qu'on fait le en haut à droite? Et donc oui, à chaque fois on fait le en haut à droite. Donc en fait c'est tout le bonheur entre guillemets des méthodologies agiles, il n'y a plus de politique. Alors il y en a quand même un petit peu parce qu'il faut savoir si on va dans tel pays ou tel pays, il faut quand même un marché d'Asie. Bon, il y a des petites négos quand même comme ça. Et on va prioriser aussi là-dessus la partie de déploiement. Est-ce que je déploie un nouveau pays ou est-ce que je rajoute une feature pour les US?
De temps en temps, je déploie un nouveau pays. De temps en temps, c'est les US qui gagnent. Oui, j'avais deux questions. On a justement une question pour faire la transition relative à la stratégie produit. Est-ce que toute la stratégie produit et donc du coup le run et le build du produit, il est fait en centrale et relayé dans les pays, ou est-ce que maintenant vous êtes un peu dans un format hybride où genre des countries, on va dire, un peu advanced qui ont eux-mêmes leurs propres capacités DSDE et product owner peuvent sortir des features et donc du coup faire du partitionnement de code pour augmenter l'intérêt du produit pour leur sujet? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur votre produit, sur le MMM. Comment vous faites pour maintenir la qualité des datas en sachant que c'est des datas qui viennent des agences médias, c'est de la data qui est très chaude parce que c'est lié à des plans de tracking qui pètent tout le temps. Et donc du coup, c'est quoi l'impact de la qualité de la data sur l'utilisation finale? Parce que c'est clé pour moi. Alors c'est deux très longues questions que je vais essayer de résumer. Une première sur la méthodologie de déploiement. Est-ce que tout est fait en centrale ou arrivé à un certain niveau de maturité, on laisse une certaine autonomie aux équipes locales pour développer des features? Et une deuxième question sur l'impact de la qualité de données sur la réalité, la véracité et l'exécution des programmes. Alors, on a décidé, c'est la première fois chez Pernod Ricard, parce qu'on est très décentralisé, de faire le projet au niveau groupe, parce que c'est trop cher en fait. Même les États-Unis ou la Chine ne pouvaient pas se payer ces programmes-là. Donc en fait, on les a fait en centrale. Alors on commence à évoluer sur le dernier qui est la partie de recommandation pour les commerciaux, où on a créé des clusters de pays qui se ressemblent un petit peu. Mais par contre, en fait, ça reste en centrale parce que c'est pas dans un pays. Donc on a des sous-équipes produits par le cluster 1, 2 et 3 qui vont déterminer la roadmap de chacun des clusters. Donc c'est la petite évolution qu'on a faite. Et la deuxième question, c'était, je ne suis pas bon quand il y a deux questions. C'était l'impact de la qualité de données. Alors, la qualité de données est super importante. En effet, si on n'a pas les bonnes données en entrée, forcément les recommandations, elles ne sont pas bonnes en sortie. La bonne nouvelle, c'est qu'entre les deux, on a des checks. C'est-à-dire qu'en fait, on a des premiers filtres qui vérifient que la donnée n'est pas complètement incohérente. Si c'est incohérente, il y a une alerte qui sort et il y a ce qu'on appelle des data stewards, donc des gens qui sont chargés dans les pays, parce que lire une promotion en japonais, c'est un peu dur. Donc, c'est dans les pays qu'on a des gens qui valident la donnée. On leur sort des alertes dès qu'on découvre ce qu'on appelle des outliers, donc des exceptions. Et des fois, c'est des vraies exceptions, enfin, c'est pour des bonnes raisons ou des fausses, et là, on retravaille cette partie-là. Donc, en fait, on a, à chaque fois dans les recommandations, on a un niveau de confiance dans la recommandation qui est fourni à l'utilisateur. Et quand ça n'arrête pas de sortir un truc où il n'y a pas beaucoup de confiance, là, on va aller revoir les données pour voir s'il n'y a pas un problème dedans. Il nous reste 30 secondes pour une toute dernière question rapide. On parle beaucoup des modèles de type factory. Est-ce que c'est une stratégie pour Pernod Ricard? Donc, est-ce que Pernod Ricard part sur un modèle de factory pour accélérer les programmes? Alors je pense que ouais, c'est un peu, je sais pas si on coche toutes les cases d'une factory, je connais pas les théories, mais c'est un petit peu le système. C'est-à-dire qu'on a décidé de centraliser les équipes, d'avoir des gens qui sont spécialisés dans les domaines pour pouvoir aller plus vite. Mais par contre, on a toujours besoin d'un ancrage très fort avec chacun des pays, chacun des départements. Donc on a un système qui est, oui, avec une équipe centrale, mais qui est très proche des pays. On a des gens qui sont en charge du déploiement. Donc dans chaque pays, c'est pas on envoie l'outil et puis regarder les vidéos, on accompagne le pays de A à Z, et c'est un des facteurs clés de succès aussi, c'est que on fait en sorte, on recommence, en fait, c'est un peu des fois frustrant pour les équipes. Ok, nouveau pays, donc je recommence du zéro, voilà pourquoi vous êtes un pays très spécial, oui, vous êtes différent, etc. Et après, on leur dit jamais que, en fait, c'est presque le même résultat que si on n'avait pas fait tout le truc, mais en fait il y a toute cette partie d'accompagnement. Donc en fait il y a une partie mix entre une production un peu industrialisée, mais on est obligé de réadapter. La réalité, c'est qu'on est obligé quand même de réadapter à chaque pays, parce qu'on n'a jamais exactement les mêmes données. Le portefeuille n'est pas tout à fait le même. Bon, maintenant au bout de 8 pays, on a de moins en moins de surprises, mais la combinaison des différentes situations est quand même différente dans chaque pays. Alors, on vous remercie d'avoir suivi cette masterclass, et surtout un grand merci à Pierre-Yves pour ce partage.